Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va entamer notre première partie, à savoir la théorie du comportement de producteur. Au niveau du premier chapitre, qui s'intéresse à l'étude de la fonction de production, des productivités moyennes et marginales, on a adopté comme plan les axes suivants. Dans un premier temps, d'abord, on va aborder la technologie de production. Dans un deuxième temps, la production avec un seul facteur variable, en l'occurrence le facteur travail. Et lors de cet axe, deuxième axe, on s'intéressera à l'étude des éléments suivants, des aspects suivants. D'abord les productivités moyennes et marginales, ensuite la loi des rendements marginaux décroissants, et en tenant en considération l'effet du progrès technologique et son impact ou son influence sur le processus de production. Comme troisième axe, on abordera la production avec deux facteurs variables. Là, non seulement le facteur travail qui va être variable, mais également le facteur capital. Et lors de ce troisième axe, on va aborder essentiellement les deux notions suivantes, les isocomptes, ainsi que le taux marginal de substitution technique entre des différents facteurs de production. Pour le quatrième axe, lui, s'intéresse à l'étude des rendements d'échelle dans ses différentes formes, croissant, constant et décroissant. Les formes algébriques des fonctions de production feront l'objet d'un cinquième et dernier axe. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire sur les décisions de production prises par l'entreprise? Les décisions de production sont généralement similaires à celles de consommation. Elles consistent à trois étapes. D'abord, la technologie de production. Celle-ci décrit comment les inputs, c'est-à-dire les différents facteurs de production, c'est-à-dire les intrants, peuvent être transformés en output, en sortant ou en biens et services. J'explique. Les inputs sont les différents facteurs de production. D'abord, on a le travail, la main-d'œuvre qu'on utilise. Ensuite, on a le capital. Et qui dit le capital dit les investissements de l'entreprise, en commençant d'abord par le site de production de l'entreprise, son usine, son atelier de travail, et également ses équipements, les machines qu'il utilise. Et en troisième lieu, on a la matière première comme facteur de production. D'accord? Pour les outputs, sont généralement les outputs, les biens et services qu'on génère lorsqu'on transforme ces facteurs de production ou ces inputs. À vrai dire, il s'agit là d'une vision de l'entreprise qui tire ses enseignements de l'école néoclassique, puisque ce qu'on est en train d'étudier n'est que la microéconomie standard ou la microéconomie de base. L'entreprise ou la firme, dans ce cadre, se réduit à une seule fonction de production, qui consiste à une fonction de production, qui consiste à quoi? À transformer des inputs. Les inputs, d'abord on a le travail, ensuite le capital, après la matière première, en quoi? En
output. Les outputs ne sont que les biens et services. Très bien. Alors, il s'agit là, comme je viens de le souligner, d'une vision réductrice de l'entreprise. On le résume à quoi? À une seule fonction de production. Là, l'entreprise se comporte comme étant un automate qui ne fait que transformer des intrants en des sortants. C'est-à-dire un automate qui est programmé une fois pour toutes. Elle est programmée pour appliquer mécaniquement les règles de calcul économique. C'est pour ça qu'on considère que l'entreprise, selon cette vision, comme étant une boîte noire. On ne voit rien de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise n'est qu'une seule fonction de production. C'est une vision réductrice de l'entreprise. Donc, on pourra reconnaître que dans l'analyse néoclassique, il n'y avait pas vraiment au départ une vraie analyse de l'intérieur de l'entreprise. Il fallait attendre le travail de Ronald Coase de 1900, si je me rappelle très bien, 1936, dans son fameux article intitulé « La nature de l'entreprise ». C'est là où on a commencé à appréhender la nature de l'entreprise, loin de cette vision réductrice de l'entreprise à la seule fonction de production. Alors, je poursuis. On doit également tenir en considération que l'entreprise, lorsqu'il produit, il pourra atteindre un niveau de production selon différentes manières. Par exemple, je vais produire 100 livres. Je pourrais le réaliser soit en utilisant une seule machine et 15 travailleurs, ou plutôt 3 machines et 7 travailleurs. D'accord? Le deuxième aspect en matière de décision de production consiste à tenir en considération les contraintes de coût. Cela veut dire que les entreprises prennent en considération le prix des différents facteurs qu'elles utilisent. D'abord le travail, le capital, et la matière première. On doit tenir en considération le prix des différents facteurs. Autrement dit, on va chercher en tant qu'agent économique rationnel, et là également l'une des hypothèses comportementales de l'école néoclassique étant de considérer que les agents économiques sont dotés d'une rationalité parfaite, substantive ou substantielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pour le cas de l'entreprise qu'il va chercher à minimiser ses coûts pour pouvoir réaliser le maximum de production ou optimiser son niveau de profit. D'accord? Toujours l'objectif, on s'inscrit dans une perspective d'optimisation et de maximisation. Pourquoi? Parce que on considère que les agents économiques sont dotés de capacités cognitives illimitées. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on pourra rajouter? On pourra rajouter comme troisième aspect en matière de décision de production qu'on doit choisir parmi les différentes combinaisons celle qui permettra de réaliser le niveau de production recherché, mais avec le minimum de coûts, en tenant bien entendu en considération la technologie de production utilisée et le prix des différents inputs qu'on utilise. Alors, là, qu'est-ce qu'on pourra dire?
On pourrait dire, si je prends comme exemple l'activité de quoi? L'activité de production de tomates. Au Maroc, c'est un pays en développement. On a tendance dans ce pays à utiliser plus de travail. Pourquoi? Parce qu'il est à bon marché. Il n'est pas du tout cher comparativement à l'utilisation des machines. Par contre, aux États-Unis, le salaire est très élevé. Faire appel à la main-d'œuvre, ça coûte très cher pour l'entreprise, alors que l'utilisation de la machine demeure accessible, n'est pas du tout cher comparativement au recours à la main-d'œuvre. Raison pour laquelle, aux États-Unis, on aura tendance à utiliser une combinaison intensive en capital qu'en travail. Contrairement au Maroc, on va utiliser une combinaison entre facteurs de production qui fait appel à plus de travail et moins de capital. Un élément également très important qu'on doit souligner, c'est celui de la technologie de production. Comment on pourra décrire cette technologie de production? On pourra la représenter comme la fonction de production, comme étant une fonction de production qui indique pour chaque combinaison d'input le niveau maximal d'output produit par l'entreprise. Pourquoi le niveau maximal d'output qu'on pourra produire? Parce qu'on considère l'entreprise comme étant un agent économique qui est doté d'une rationalité substantive. Il ne va pas faire du gaspillage des ressources qu'il utilise. D'accord? Ce qui est encore très important, c'est que le niveau d'output ou le volume de production dépend généralement de la quantité des biens qu'on utilise, la quantité, des facteurs de production qu'on utilise. D'accord? Et si le niveau de technologie augmente avec la même quantité d'input qu'on utilise, si le niveau de technologie, le degré de sophistication utilisé pour produire s'améliore, pour un niveau d'input donné, qu'est-ce qu'il arrivera? Naturellement, le niveau de production augmentera. D'accord? Il y a un élément très important à tenir en considération, c'est celui de la notion de temps en matière de production. Pourquoi? Parce que les choix du producteur sont limités par l'horizon temporel envisagé. Le laps de temps, la durée de temps est très importante en matière de décision de production. Pourquoi? On va l'expliquer. D'abord, on prend l'exemple suivant. Une entreprise forte que vous connaissez, spécialisée dans la production de voitures, d'automobiles, s'il cherche à augmenter son niveau de production, comment il pourra y parvenir? Il pourra y parvenir selon différentes manières. Il pourra recruter des salariés, des nouveaux salariés, cela est faisable très rapidement. Je pourrais lancer une campagne de recrutement et d'ici à 2 mois, 3 mois, 4 mois, je pourrais recruter de nouveaux salariés. Ou augmenter le niveau de production en augmentant la quantité de capital. Je pourrais alors construire une usine, acheter et installer ce qu'on appelle les chaînes de montage, ces grands robots qu'on utilise dans l'industrie automobile, sauf que cela nécessitera plusieurs années.
Raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire que si on veut augmenter le niveau d'output, on pourra le faire de différentes manières. On pourra le faire en augmentant le travail, le nombre de salariés, ou en augmentant le nombre de machines, ou en augmentant les deux, et le travail et le capital. Juste, il faut tenir en considération que si on doit, à titre d'exemple, on doit augmenter notre volume de production de voitures de 20% d'ici à 2 mois ou à 3 mois. D'ici à 2 mois ou à 3 mois, il sera possible d'agir sur la quantité de travail, mais il ne sera pas possible de modifier la quantité de capital. Pourquoi? Parce que augmenter le niveau de production, augmenter le niveau ou la quantité de travail est possible à court terme. Par contre, ça ne va pas être possible d'agir sur la quantité de capital, d'augmenter le nombre de machines ou de construire des usines d'ici à 2 mois ou à 3 mois. On pourra avoir considéré qu'à court terme, voilà, à court terme, si on veut augmenter le niveau de production, il y a un seul moyen pour y parvenir, c'est d'augmenter la quantité de travail. En revanche, à long terme, si on veut augmenter le niveau d'output, on pourra le faire de différentes manières, selon différentes manières, en augmentant, maintenant c'est possible, en augmentant le capital, ou en augmentant le travail, ou en agissant sur la quantité des deux. D'accord? Donc, à long terme, les différents facteurs de production deviennent des facteurs variables. Très bien. Je poursuis. Donc, on pourra définir le court terme comme étant une période de temps durant laquelle il ne sera pas possible d'ajuster, c'est-à-dire de modifier la quantité d'un ou de plusieurs facteurs de production. Ces facteurs de production vont être considérés comme étant des facteurs fixes. Alors qu'à long terme, peut être considéré comme étant une durée de temps suffisamment longue pour que l'entreprise puisse agir, puisse modifier la quantité de l'ensemble, plutôt de l'ensemble de ces facteurs de production. L'ensemble des facteurs de production à long terme deviennent des facteurs variables. D'accord? Y a-t-il une durée spécifique qui distingue le court terme du long terme? Autrement dit, comment on pourra établir un distinguo entre le court terme et le long terme? On ne pourra pas dire que le court terme est une durée inférieure à un an, alors que le long terme est toute durée dépassant un an. C'est faux. Économiquement parlant, tout dépendra de la nature d'activité de l'entreprise. Je m'explique. Prenons l'exemple de la production des satellites. Les satellites en arabe Akmar Senaria, ou les paquebots, des grands bateaux comme le Titanic. Même 1 an et demi, c'est du court terme. Alors que produire des tomates, je pense que 8 mois
dans l'activité, dans la production de tomates, 8 mois, et déjà, à mon sens, c'est du long terme. D'accord? Alors, le long terme, pour résumer, récapituler, le long terme, c'est un horizon suffisamment long pour agir, pour ajuster les capacités de production. L'ensemble de ces facteurs deviennent des facteurs variables. Tous les facteurs de production, capital et travail, sont des facteurs variables, alors que le court terme, seul un facteur de production qui pourra varier, c'est le facteur travail. On considère que le facteur capital comme étant un facteur fixe. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.